Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est dans ce podcast que l'on revient avec l'ami Corentin ici présent sur des comics que nous avons lus. On vous l'avait promis, en 2025, on va essayer d'être plus régulier et pour ce faire, on vous proposera en fait des émissions qui seront plus courtes avec moins d'albums chroniqués par podcast, mais ce qui nous devrait nous laisser le temps de vous en proposer plus. Donc normalement, vous devriez être gagnant de toute façon, vu la chronicité, j'allais dire la régularité, de ces formats depuis quelques mois. Je pense que même si on avait un tous les mois déjà, ce serait plus que ce qu'il y avait ces derniers temps. Et on vous en excuse, parce que comme on vous le dit à chaque fois, c'est pas qu'on ne lit pas les BD, c'est juste qu'on était pas très, on manquait d'organisation pour bien juste se trouver le temps de les faire par rapport à tous les autres podcasts que l'on fait avec les front pages, les très nombreuses interviews, le retour du podcast thématique, les on-screen, tout ça. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de podcasts sur First Print. On vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tout écouter, bien entendu, c'est une politique de l'offre, mais voilà, il y a pas besoin de suivre tous les on-screen pour être à jour sur les back issues ou sur les front pages. Voilà, ce sont des formats qui se savourent indépendamment les uns des autres. Mais voilà, donc si ici vous voulez vraiment qu'on parle simplement juste de comics qu'on a lus, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors Corentin, pour cette nouvelle émission, par quoi allons-nous commencer ? L'histoire d'un vilain rat. Nous allons commencer effectivement par l'histoire d'un vilain rat qui est sorti tout récemment aux éditions Delirium. C'est un album qui est signé à l'écriture et au dessin par un certain Brian Talbot, que normalement, si vous suivez les éditions Delirium, vous le connaissez déjà très bien, puisque c'est à lui que l'on doit les 5 tomes de l'excellente série Granville. Cette série policière avec des animaux anthropomorphes qui est à la fois du récit qui aborde un peu tous les genres qu'on peut avoir dans ce qui est de l'action pulp, du mystère, du policier, avec beaucoup de références du steampunk avec beaucoup de références culturelles et littéraires. C'est une œuvre qui est foisonnante et qui est géniale et qu'on ne saurait que vous recommander. On a parlé, je crois, de presque tous les tomes dans nos back issues, mine de rien, et on a eu le plaisir déjà de discuter avec Brian Talbot par 2 fois autour de cette série. Donc je vous invite à aller simplement dans la barre de recherche de notre site pour rattraper tout ça si jamais vous n'aviez pas entendu parler de Brian Talbot. Et rapido aussi, Brian Talbot, c'est aussi un très grand nom du dessin britannique qui est connu pour avoir notamment illustré une partie de l'excellente série, et voilà, là j'ai un trou incroyable. Merde. Attends, c'est trop con. C'est pas la série avec le pilote qui combat Torquemada ça s'appelle, putain bordel de merde, The Warlock, Nemesis the Warlock, voilà. Nemesis the Warlock, qui est d'ailleurs aussi édité aux éditions Delirium. C'est pour ça que je voulais le placer. On fait ces podcasts tôt le matin, désolé pour le petit trou. Mais effectivement, super série dont on n'a pas encore parlé, mais à l'occasion, ce serait intéressant de faire un petit point sur la production 2080 chez Delirium, qui est très bien défendue. Et aussi, évidemment, ça c'est plus compliqué à accéder, mais les aventures de Luther Arkwright aussi, qui est son premier chef-d'œuvre. Mais qui peut-être seront édités à terme chez Delirium, parce qu'il va continuer le travail de Talbot cette année, parce qu'on sait que le préquel de Granville sera sur Hawksmoor, il sera publié chez eux également. Comme dit, il y a déjà du Brian Talbot avec la série Nemesis, donc j'ai envie de dire que est-ce que c'est pas Luther Arkwright le seul pan de sa bibliographie qui manquerait en solitaire? En solitaire, possible, parce qu'il fait aussi, parce qu'après il y a des albums qu'il fait aussi avec sa femme Mary Talbot, mais qui sont édités chez d'autres éditeurs en France. Il avait aussi fait les Dead Boy Detectives avec Ed Brubaker, le premier volume, un peu de Sandman. Il a fait beaucoup même de Sandman. À l'époque, il ne savait pas. Et pas mal de projets effectivement avec sa femme Mary Talbot, dont une biographie de Louise Michel. Enfin voilà, c'est un monsieur très compétent, très calé et qui opère sur des genres très variés. Voilà, et qui est aussi juste excellemment cultivé. Et ça, c'est un truc qui en fait se traduit dans chacun de ses bouquins en solo en fait, et notamment avec l'histoire d'un vilain rat, donc The Tale of One Bad Rat, qui est vraiment un titre à part, je pense, dans sa bibliographie, puisque, alors même s'il y a des petites touches d'onirisme, on va dire, et d'imaginaire, c'est quand même sûrement son titre le plus ancré dans le réel, puisque en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a fui chez elle, donc qui s'appelle Hélène, qui a fui le domicile familial et qui est une grande fan de l'autrice qui a bien existé, Beatrix Potter. Et en fait, il faut savoir que Beatrix Potter, c'est aussi quelqu'un qui a eu une enfance difficile
ville et qui a trouvé en fait une seconde vie en faisant une forme de pèlerinage en fait dans sa carrière d'autrice. Et donc Hélène va essayer de suivre les pas de son autrice préférée pour également se reconstruire, puisqu'en fait si elle a fui le domicile familial, c'est parce qu'il lui arrivait des choses pas très très cool, pour le dire ainsi. Je sais même pas si c'est marqué victime d'abus dans son enfance sur la C4. Donc voilà, on peut dire que oui, c'est pas un spoiler. c'est pas un spoiler, parce que l'important là c'est de savoir en fait comment elle va vivre ce voyage dans une Angleterre où elle va tomber sur d'autres jeunes un peu désœuvrés, où elle va rencontrer d'autres personnes, peut-être des gens qui vont lui vouloir du bien, d'autres qui vont également lui vouloir du mal, et surtout elle est accompagnée d'un petit rat domestiqué en fait, qui va la suivre tout au long de son périple, malgré les chamboulements qu'elle va rencontrer. Corentin, un petit mot là-dessus? Oui, c'est c'est vraiment un album social en fait, naturaliste et très. J'ai pas envie de dire écorché vif, parce que pour moi c'est pas un tire-larme du tout. C'est vraiment juste présenter en fait le récit de cette jeune fugueuse à travers son voyage intellectuel et spirituel, qui passe par des moments effectivement qui sont un peu difficiles, mais c'est jamais misérabiliste. C'est-à-dire qu'en fait on va juste prendre le point de vue d'une jeune nana dans les rues de Londres où il y a effectivement d'autres squatteurs, des prostituées. Ce rapport avec la police, c'est très beau, et au niveau graphique et au niveau tonalité évidemment, parce que là Talbot s'amuse à dessiner sa ville et aussi la campagne britannique, avec effectivement cette espèce de surcouche de surréalisme magique où le rat devient l'allégorie en fait de sa propre évolution en tant que femme, simplement, de comment est-ce qu'elle doit apprendre à gérer justement son traumatisme et aussi son esprit de survivance, à tel point d'ailleurs que effectivement le rat devient plus une créature un peu surnaturelle sur la fin de l'album que ce qu'il était au départ, c'est-à-dire vraiment en fait le Milou de son Tintin, on va dire. Je te laisse reprendre. Ouais, non, mais c'est pas misérabiliste, et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, notamment dans l'édition, en fait, t'as des textes explicatifs à la fin qui expliquent que Brian Talbot, en fait, avait envie de raconter cette histoire et parler de ces thématiques des abus sur les gosses, sans jamais avoir été lui-même victime en fait d'abus. Il dit même qu'à un moment ça le travaillait en se disant j'avais pas trop comment raconter cette histoire, puisque moi heureusement j'ai eu une enfance heureuse, toute bien, enfin j'ai jamais eu à souffrir de cette façon. Mais il est allé à la rencontre en fait de personnes qui avaient subi ce genre de choses. Il a vraiment travaillé le sujet pour faire quelque chose qui résonne en plus de façon très particulière. Alors j'imagine bien qu'il y a eu zéro timing, puisque en fait les bouquins se préparent des mois à l'avance, mais quand tu lis ça en fait le bouquin sort vraiment au moment où notamment t'as l'affaire Betaram qui explose en France, et forcément la thématique ça renvoie à plein de choses quoi, ça et notamment à la fin il y a une postface en fait qui datait de 15 ans après, parce que l'album est sorti en 95. Donc en fait il y a une postface qu'il avait écrit pour une réédition 15 ans plus tard, et qui disait que en fait en gros il y avait pas grand chose qui avait changé à la fois sur les violences faites aux enfants, mais aussi la façon dont on en parle, parce que lui ce qu'il a voulu faire c'est aussi une BD qui peut aussi servir un petit peu de refuge aux gens qui ont vécu ce genre de choses là, puisque la trajectoire d'Hélène en fait est quand même aussi une invitation pour les personnes victimes de violences de ne pas se culpabiliser même, parce qu'il y a ce processus vraiment où les gamins en fait en grandissant en viennent à se détester eux-mêmes et à se croire responsable de ce qui leur est arrivé. Et toute la trajectoire d'Hélène, c'est d'apprendre aussi à se dire qu'en fait elle n'est pas responsable des actes qu'elle a subis, que c'est pas de sa faute. Et c'est aussi un bouquin qui parle du fait de ne pas s'auto-flageller en fait, de pas s'auto-détester. Et 30 ans après, puisque là on est 15 ans après cette première postface, on s'aperçoit en fait que il y a encore plein de choses qui ont toujours pas bougé dans la façon dont on parle des violences faites aux gamins dans nos sociétés, dans la façon dont on en parle même dans les bandes dessinées ou dans les œuvres. En fait, c'est toujours pas non plus un sujet qui est forcément pris à bras le corps, et je trouve que c'est assez fascinant quand on lit cette bande dessinée en 2025 de voir que c'est un titre qui est on ne peut plus actuel, on ne peut plus dans l'air du temps, et qui était en fait peut-être même visionnaire en fait à l'époque où c'est paru. Et il me semble que ça avait reçu un Eisner, ou que ça a été primé à l'époque. Ça a reçu un Eisner lors de la première réédition en album en fait, pour meilleure édition collectée. Et au moment de l'édition en single issues, justement, à la fin des numéros, tu avais en fait, c'est pas des numéros verts, mais c'est des numéros en fait des services de protection de l'enfance. Ouais. Pour celles et ceux qui effectivement pourraient avoir entendu parler de la BD et eux-mêmes être victimes d'abus. Et en fait, t'avais des numéros pour le Royaume-Uni, pour le Canada et pour les États-Unis. Donc d'entrée de jeu, en fait, ils revendiquaient quand même ce côté. T'as aussi une scène où, quand elle part dans la campagne,
Elle va dans des librairies pour justement trouver des bouquins sur l'inceste, sur le fait de survivre au viol, le fait de survivre à l'agression, et tout ce côté un peu de thérapie reconstructrice qu'elle a avec le dessin et les promenades et le fait de quitter un peu la grande ville. Donc ça a été toujours un peu la démarche qu'elle a adoptée, le projet a adopté d'entrée de jeu, avec effectivement cette scène de confrontation. Donc c'est un peu un manuel justement enfin pas un manuel parce que ça reste de la fiction évidemment, mais un manuel effectivement de comment essayer de reprendre goût à la vie entre guillemets après avoir justement été victime de viol, hein, littéralement. Derrière la scène où on voit son père qui rentre dans sa chambre et où la fin, ce qui se passe c'est pas forcément graphique. Je le dis au cas où il y a des gens qui réclameraient des trigger warnings. On voit pas une scène de viol d'enfant, hein, je vous rassure de ce point de vue-là. Par contre, il y a une phrase qui est assez glaçante, c'est qu'elle dit non, pas ce soir, papa, tu vois, où il y a vraiment le côté, c'est en fait un truc assez régulier et qui est arrivé à plusieurs reprises, ce qui est déjà suffisamment effectivement grave pour évoquer, comme tu dis, ce thème qui est encore dans l'actualité et qui malheureusement risque de l'être pendant encore un petit moment. Il y a aussi des passages en prose qui justement vont ouvertement rendre hommage à la littérature de Béatrix Potter, effectivement, qui, donc comme tu le disais, était une autrice pour enfants qui utilisait souvent des personnages animaliers. Alors je crois que c'est une invention totale de la part de Talbot, ces pages-là, et que c'est pas vraiment pris de la bibliographie de Potter, hein, non? Oui. Enfin, je sais pas. Très bien. Pour le coup, je suis pas expert de toute l'œuvre de Béatrix Potter. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que c'est un hommage qu'il voulait lui rendre, mais qu'il n'a pas pris explicitement des textes de. Non, je crois que le bouquin vraiment qui a servi d'inspiration, c'est un truc sur comment il s'appelle le lapin, son personnage de lapin. Mais en gros, il y a une couverture en fait qui évoque vraiment ça. Et le Tale of One Bad Rat, il écrivait, il disait en fait, c'est totalement le titre d'un bouquin qu'aurait pu écrire Béatrix Potter, donc l'hommage est complètement évident, enfin et assumé. Et effectivement, t'as ce passage où ça raconte Peter Rabbit. Ouais, Peter Rabbit. Et ce passage qui raconte l'histoire du Vinara, où c'est vraiment d'un coup illustré comme une histoire de Béatrix Potter. Mais au-delà de ça, tu le disais avant, enfin moi je trouve que c'est hyper bien dessiné, parce qu'il a donc c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre que ce qu'on connaît de lui, que ce soit Granville ou d'autres. Mais t'as quand même par moment des petites, je sais pas comment dire, j'allais dire flagrance, mais c'est pas ça. Fulgurance, merci. D'imaginaire en fait, avec et notamment, je pense, il y a parfois où elle a des visions justement où en gros elle pense elle a des idées très très noires en fait, où t'as vraiment des formes de mise en scène en fait, où d'un coup ça devient beaucoup plus abrupt, et même à un moment où on va dire le moment où elle expie un peu toute sa colère, où en fait la réalité se casse en mille morceaux, ouais. Et c'est super, c'est génial en fait d'avoir ces touches là d'imaginaire en fait, de surréalisme qui interviennent dans le reste d'un contexte qui est vachement plus terre à terre aussi, parce que son dessin est très photoréaliste pour le coup. Et les couleurs aussi sont vachement, tu vois, ce qu'on disait souvent avec Granville, c'est que les couleurs très numériques comme ça sont peut-être le défaut principal de cette série. Là, je trouve, je sais pas si c'était pré-numérique ou pas, mais en tout cas, il y a en tout cas un ressenti qui est vraiment très différent. Oui, c'était plutôt pré-numérique. En l'occurrence, l'album se termine justement par une scène de pur paysage, où tu sais, elle est en surplomb en fait d'une sorte de vallée, ouais. Qu'elle illustre justement et qui fait très couverture de romans pour enfants, on va dire. Et de la même façon, moi j'aime beaucoup le côté, comme tu dis, réaliste, parce que effectivement Granville, on l'a vu dessiner des animaux anthropomorphes, mais là justement le rat, paradoxalement, il a un vrai caractère, il a une vraie présence physique, tout en étant un rat assez naturaliste. Tu vois, quand ils sont sur le bateau là, avec le rat croise ses petites patounes, enfin ses grosses patounes, et effectivement le rapport allégorique marche assez bien. Et au global, surtout, il a pas voulu en faire un album, comment dirais-je, totalement expressif du point de vue du dessin, parce que c'est le protagoniste, les histoires et les profils humains en fait qui sont la donnée principale, même s'il y a quand même des données assez chargées sur l'éclairage, notamment dans les scènes urbaines, et la façon dont elle se déplace dans l'ombre. Tu comprends que c'est un monde en fait qui paraît très labyrinthique et très suffocant pour une enfant qui se retrouve d'un coup prisonnière, privée de ses parents. Ouais, et même en termes de maîtrise des jeux de lumière, en fait, t'as beaucoup de scènes qui se passent dans l'obscurité, où en fait c'est soit la nuit, soit enfin les lampadaires d'une nuit qui rendent même qui donne un côté un peu oppressant en fait, et je trouve que c'est super bien maîtrisé en termes de juste d'utilisation des couleurs dans ces passages-là. Donc vraiment un bouquin. Je sais pas s'il est beaucoup mis en avant, enfin s'il est très visible, s'il a été très vu en fait par les libraires ou par le lectorat de façon générale. Et clairement c'est un bouquin qui est super fort,
qui est super fort et je pense qu'on peut remercier les éditions Delirium de le sortir cette année-là. Parce que comme dit, il y a une concordance d'événements qui fait que ça le rend d'autant plus important, je pense, alors qu'il l'était déjà avant, mais qui rappelle vraiment ce genre de choses-là. Donc c'est une lecture moi que je vous recommande totalement parce que c'est bon, en l'occurrence c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est fort dans le propos, c'est fort dans la mise en scène. Franchement, j'aurais même pas de défaut à lui trouver en tant que tel, quoi. Je trouve que c'est vraiment sauf si on n'aime pas ce type d'histoire et qu'on préfère s'évader vraiment dans des imaginaires où on parle pas de choses affreuses, mais en l'occurrence il est sorti quand? Là au début d'année, c'était en février de mémoire. Faudrait espérer que justement aussi on parlait de 5 février, c'était ouais. On parlait de la difficulté de Delirium à faire valider ses albums par les comités de sélection comme les festivals d'Angoulême, etc. Là on est totalement sur un projet transversal qui peut vous parler, que vous soyez fan de manga, de franco-belge ou peu importe, et qui justement avec sa portée sociale aurait entre guillemets plus sa place en dehors du rayon comics entre guillemets, enfin ce que je veux dire est un gros mot mais ce serait un peu le desservir, donc Amélie Bras, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à le mettre peut-être dans des rayons plus généralistes. Alors je sais que ça existe plus, mais récemment je parlais avec je sais plus qui d'une série de bandes dessinées qui était un peu tranche de vie, qui s'appelait Tendre banlieue, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. C'était vraiment des chroniques sociales en fait avec des ados quoi. En gros des ados et alors la série, je crois qu'elle est, je sais pas si elle a bien vieilli ou pas, parce que moi j'en ai des souvenirs vraiment de quand je lisais ça, je sais plus si c'était prépublié dans Je bouquine ou je sais pas quel autre truc. Mais le côté très terre à terre, très social, si t'enlèves l'imaginaire, en fait, ce serait totalement dans ce genre-là de bande dessinée, quoi. Mais en gros, l'histoire d'un vilain rat, tu le mets à côté de toutes les BD qui racontent des expériences personnelles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est roman graphique au sens tel qu'on l'aimerait vraiment. C'est le roman graphique, ça a ce côté justement un peu plus littéraire, plus ancré dans le réel et plus effectivement universel que, comme tu le disais, les imaginaires comme Granville qui sont tout aussi universels. Si on aime Sherlock Holmes, on aime Granville, etc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'espère qu'il trouvera un meilleur écho auprès justement d'un public plus généraliste que les seuls fans de comics qui eux-mêmes, de toute façon, généralement, vont plutôt chercher le genre que la tranche de vie. Ouais. Et ça a aussi un album qui montre à quel point Talbot est cultivé. Moi, ça me fascine à chaque fois parce que déjà, moi, je connais pas du tout l'œuvre de Béatrix Potter en tant que telle. Donc, t'apprends énormément de choses sur elle, sur sa vie, sur ce qu'elle a traversé. Mais même, juste, c'est un truc très con, mais même sur la biologie, en fait, et sur les rats. C'est vrai qu'il y a ce truc du roi des rats qui a un vrai délire c'est quand plein de rats, en fait, s'entremêlent les culs ensemble et que ça fait une structure, super. Enfin, moi, je trouve à voir en vrai, c'est assez au risque. Ça fait un peu, ça grouille comme ça. Et donc, voilà, même dans ce genre de BD, en fait, je dirais pas qu'il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il aurait envie d'étaler toute sa science, mais en fait ça l'intéresse, il se passionne, il s'intéresse à tous ces sujets et donc il arrive à te glisser aussi des savoirs en fait. Donc c'est une BD aussi sur laquelle tu ressors en ayant appris des choses. Donc c'est pour ça que pour moi c'est c'est du 5 étoiles. Enfin c'est génial et c'est à découvrir sans plus tarder. C'est disponible aux éditions Delirium pour la somme de 22€. Donc n'hésitez absolument pas, si on a réussi à vous convaincre, d'y jeter un œil avec ce podcast. On vous rappelle d'ailleurs qu'on met souvent des liens dans la description pour vous fournir en comics chez nos amis de Comic Zone. Corentin, oui. Maintenant, on va partir purement dans la BD de genre avec le prochain qui s'appelle L'île aux orques. Donc nouvelle réunion d'un très grand tandem, Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, qui nous avait livré chez TKO et chez Panini Comics pour la VF Goodnight Paradise, un magnifique polar matinée, là aussi de social. Merveilleux. Et donc en fait les deux se sont retrouvés chez Bad ID pour faire donc ce Orc Island qui s'appelle donc L'île aux orques en VF chez Bliss Édition. Un récit de fantasy matinée de SF qui n'aurait vraiment rien à envier à Métal Hurlant à la SF de type Métal Hurlant, avec Joshua Dysart bien sûr un propos très actuel sur notre monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle, Corentin? Oui, d'ailleurs la cover est un hommage désolé pour ma voix. La cover est un hommage la cover de Lewis Larossa au Arzak de Moebius, tu sais, avec Tarna qui est sur le dragon, d'ailleurs même la cover du film Métal Hurlant en fait. Oui, c'est ce que moi je me disais plus, mais ouais. Oui, mais c'est les deux personnages, c'est l'espèce de truc. Non, j'avais plus ce référentiel quoi. Voilà. Et effectivement, c'est de la fantasy, de la science fantasy pour adultes. Ça se passe dans un monde en fait où j'ai pas envie de dire la Terre, mais une planète, et en fait une sorte de grand bidonville.
avec des peuplades qui vivent dans la pauvreté et qui attendent périodiquement en fait la venue des grands architectes qui sont représentés par les mages qui viennent en fait organiser des sortes de festivals rituels de temps à autre et acheter aussi les crânes d'orques qui sont une denrée apparemment assez rare dans cet univers-là. Alors ça commence pas comme ça en fait, ça commence déjà par les mages eux-mêmes qui viennent acheter des enfants à des peuplades d'un monde désertique, enfants qui vont être élevés dans la tradition magique pour être en fait les esclaves des magiciens et être un peu transformés en créatures assez inhumaines. Et après, plus tard, on fait une sorte de bond temporel et on retrouve le personnage principal, Serin, qui est un de ces gamins en fait des quartiers, un mercenaire potentiel, enfin mercenaire en devenir, qui lui aimerait s'élever au-dessus de sa condition, qui veut de la thune quoi. Voilà, et qui veut sortir du bidonville, qui veut sortir du ghetto et qui voit en fait que il y a des grandes disparités entre, on va dire, les 1% que seraient donc les architectes et le reste de la population qui vit effectivement à devoir monnayer et mendier ses services dans des quartiers qui vraiment, voilà, le vocabulaire est très fleuri, hein, la traduction, n'hésite pas à mettre des mots assez crado sur pelle à merde et compagnie, voilà, ou mange merde et tout, voilà, on me dit bien que ce sont des enfoirés. D'ailleurs, le héros va souvent être appelé demi-homme, par rapport justement à sa condition de sbire absolu, quoi. Il va être embauché pour faire des combats clandestins, on va dire, pour distraire les puissants. Voyant qu'il se bat bien, une jeune femme le recrute pour aller sur l'île des orques et chercher les crânes qui sont donc des précieuses ressources et revenir pour les vendre. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Les orques en question, en fait, n'étant pas des bêtes sauvages qu'on peut massacrer comme du bétail, mais bien une civilisation étrangère avec ses rites, ses religions et un sens particulier de la rétribution. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages principaux vont s'aventurer sur l'île, commettre des massacres, et je vais pas plus tout spoiler, mais commettre des massacres, et en fait, il va leur être astreint une sanction assez œil pour œil, dent dure. pour dent, qui sème le vent récolte la tempête, et ce genre de choses là. C'est quoi, ça. Et entre-temps, ils vont recroiser donc l'un des enfants magiciens, enfin l'un des esclaves du début. J'ai oublié son nom. Il a un nom couché d'or, Faucheur d'Andrin, je crois que c'est, ou Faucheur d'Andrun, je sais pas comment ça se prononce. Mais donc pour résumer, on est sur de la SF effectivement assez brutale, enfin de la fantasy assez brutale. Assez sanglante. C'est un album où il y a une évocation assez nette et claire de la violence et de cette espèce d'impression d'un monde sans loi où tu peux décapiter, tu peux tuer, tu peux t'insulter, tu peux copieusement te massacrer tel quel. Un monde aussi où tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir dominant, où en fait les populations sont laissées à elles-mêmes sans réel contrôle, sans réelle organisation, et que justement ça permet en fait un sentiment de cruauté ou justement de justice qui est assez froid, assez rentre dedans. Il y a l'un des personnages principaux qui va se faire torturer et éliminer de manière assez violente pour je pense indiquer en fait, parce que c'est toujours un peu social l'œuvre de Dysart, peut-être que c'est un miroir de notre monde à nous ou une extrapolation de codes qu'on a déjà vu dans la dark fantasy. Mais l'idée, c'est grosso modo que t'as l'impression que l'univers se fout, en fait, des populations, justement, qui sont en bas de l'échelle, qu'elles-mêmes sont amenées par appât du gain, parce que c'est ce qu'on leur promet, en fait, de pouvoir s'élever grâce à l'argent et à la mise en œuvre de tactiques cruelles et bestiales, donc le massacre des orques en question, à mépriser tout ce qui n'est pas directement lié à eux, et que à la fin, effectivement, tu réalises qu'il y a un égoïsme et une cruauté au sommet de cette espèce d'univers qui est dirigé par une créature un peu... C'est compliqué sans spoiler, hein, fais-moi un coup de main, parce que là, je parle peut-être un peu vaguement, mais grosso modo, voilà, il y a toujours ce côté un peu cruel dans, en fait, l'interaction que met Dysart, dans le côté tu veux t'élever socialement parce que t'as pas d'autre choix, donc tu vas devenir un monstre, et en fait, les monstres engendrent les monstres, et à la fin, il faut que tu comprennes que c'est pas comme ça que tu t'en sors, et faire un sacrifice pour aider justement celui qui est plus petit que toi. Et aussi le choc des civilisations qui est assez clair dans cet album, justement, c'est très clair, justement, ça, dans la fantasy en général. Un truc que tu vois dans Warcraft, un truc que tu vois dans beaucoup d'œuvres assez majeures. En fait, c'est pas parce qu'il y a un camp qui s'appelle les orques que forcément, ces gens-là, tu peux les massacrer et être le héros. Et là, justement. C'est ça, c'est vraiment le côté très terre à terre, on va dire, du genre, enfin, une lecture beaucoup plus froide de ce qu'est la fantasy, en disant, mais oui, en fait, enfin, c'est pas une lecture, c'est pas binaire, quoi. C'est pas il y a des gentils et des méchants. En fait, c'est quelque chose où en fait tu es le méchant de ta propre histoire, ou tu es le héros de ta propre histoire, quoi. Et ce côté aussi. Et après, bon, c'est pour en avoir discuté avec l'auteur, il y aura une longue interview qui arrivera sur Fastprint bientôt avec Dysart et Ponticelli. C'est aussi bien évidemment une lecture de
évidemment que aller sur les terrains des autres pour s'approprier leur richesse, bon, c'est une lecture du colonialisme, des invasions même de l'Amérique qui sont allés faire la guerre dans plein de pays pour prendre les ressources naturelles. Et il dit vraiment, mais au final, qu'est-ce que c'est que d'aller sur les terres des gens? C'est pas littéralement pour les piller eux, en fait, pour prendre leur crâne, quoi, parce qu'en fait, tu t'arrives, tu massacres tout le monde, tu récupères tout. C'est vraiment de l'extrapolation jusqu'au boutiste de mécanique, en fait, de ce qu'on fait tout un tas de pays occidentaux chez d'autres. Mais ceci étant, tu peux aussi te passer de ce discours social pour en fait le prendre. C'est dur de pas le voir quand même. Ben, tu le vois, mais je veux vraiment, dire que le format de l'histoire lui-même est plutôt classique, c'est-à-dire que c'est en fait le récit traditionnel du jeune homme qui quitte son village, sauf que là c'est pris dans un sens négatif, à la dark fantasy, qui quitte son village pour être aventurier, qui part en compagnie d'une petite troupe dans un monde étranger avec toutes les arcanes du voyage, tu vois, le bateau, le voyage aérien, qui arrive dans un monde étranger. En fait, là, après, il réalise que c'est d'espèces de rêve, justement, d'aventure, n'en est pas un, ouais. Un apparat beaucoup plus cruel, et c'est là que l'album vraiment démarre sur un truc beaucoup plus noir, beaucoup plus violent. Et c'est vraiment ça m'a presque choqué, en fait, la façon dont ça va vers certains segments de violence, même, et pourtant, avec Dysart, on a l'habitude, hein. Mais ouais, ça m'a même surpris, en fait, sur certains passages, de me dire, et même sur la conclusion, hein, d'ailleurs, tu vois, de voir le côté vraiment jusqu'au boutiste de la démarche de l'auteur, et avec le dessin d'Alberto qui comment dire, il t'épargne rien, en fait. Oui, c'est extrêmement graphique, c'est extrêmement organique aussi. C'est pas évident à regarder sur toutes les planches non plus, quoi. Il y a des designs qui, justement, je sais pas, alors moi je suis pas un expert de From Software, mais qui m'inspire un peu cette espèce d'héritage lointainement emprunté à Lovecraft, par exemple, pour la créature finale, évidemment. Ouais. Mais paradoxalement, tu vois, sur les orques, tu vois justement ce rapport à la tribalité et à ces cultures qui et peut-être justement évoquent plutôt un apparat amérindien. Tu vois, pareil, t'as des moments qui sont d'une cruauté qui sont tels, en fait, que t'as le héros qui se fait capturer et il est trimballé pas à dos de buffle, mais en fait il est sanglé. Et il est en dessous du corps du buffle quand il le trimballe, et le buffle, pendant qu'il marche, lui pisse sur la gueule. Et ça, tu vois, c'est, pour le coup, c'est vrai que ça fait très Métal Hurlant. Il y a on peut trouver des trucs aussi cruels que ça chez Métal Hurlant, mais ça donne effectivement une sorte de surcharge d'adrénaline à ce projet, ou pareillement quand le héros tue l'espèce de sorcier qui se sacrifie, entre guillemets, qui accepte la mort, et après est poursuivi par un corps sans tête pendant un petit moment. C'est un petit côté It Follows, tu vois, là, pour le coup, où l'œil qui regarde Cain, etc. C'est très beau, c'est plutôt bien rythmé, il se passe quand même beaucoup de choses pour un seul album. On comprend les tenants et aboutissants de cet univers sans pour autant qu'on te les mette vraiment sur un projecteur dessus. Tu comprends de manière fluide et digeste comment, en fait, fonctionnent les grandes routines qui font que cette société est comme ça, comme ci. Parce que justement, je pense que les éléments qu'il prend, en fait, sont assez conventionnels. C'est l'idée du mercenaire à qui on demande une mission, et même justement dans des atours plus dark fantasy, qui après va réaliser que sa mission n'est pas la bonne, tu vois. C'est des trucs qu'on a pu voir ailleurs, jadis. Genre, je pense, je sais pas, au hasard, à White Priest de Chip Zdarsky, il y a un peu ce même esprit, justement. C'est-à-dire de prendre un format qui est très usité dans les jeux de rôle, dans les romans, etc., et en fait de l'amener vers un truc beaucoup plus cynique et beaucoup plus nihiliste. Sauf que là, en plus, c'est pas tellement nihiliste. Je pense que c'est vraiment la rétribution qu'il faut retenir. En fait, c'est un monde où, grosso modo, tes actes ont des conséquences. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait, dans les mondes médiévaux fantastiques. Je veux dire, quand tu regardes... l'exemple le plus stupide, évidemment, c'est le Seigneur des Anneaux. Les héros qui tuent des orques, c'est normal. Ils doivent tuer des orques. Il n'y a pas de discours sur après, cet orque avait des enfants, cet orque... Oui, après, c'est des gens qui naissent de la terre. Enfin, les orques... Enfin, non, c'est pas les orques, c'est les Uruk-hai, mais... la métaphore du Seigneur des Anneaux fait que, a priori, tu t'en fous un peu que les orques se fassent tuer. C'est le rapport colonial à l'envers dans le Seigneur des Anneaux. C'est le grand remplacement dans le Seigneur des Anneaux. Les gens du Sud qui viennent envahir les peuplades des royaumes blancs, etc. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que, au global, franchement, c'est une vraie expérience. Je suis assez surpris parce que c'est pareil, ça évoque un peu Odin Zai, dans, en fait, cette impression que tu vas vers un voyage, que les personnages principaux vont vers un voyage dont ils n'ont pas, en fait, la réponse réelle de ce qui se passe à un niveau plus religieux, spirituel, philosophique, mais ils y vont quand même, tu vois, il y a cette espèce de marche forcée vers l'avant, et qui est pareil, bestial, cruel. Dans Odin Zai, il y a aussi des morts, il y a aussi des membres de l'équipée qui se font zigouiller, sauf que là, ça trouve une conclusion. La conclusion qu'ils trouvent, je trouve, paradoxalement,
Elle est dure. Bah, Franchement, elle est en fait, méga dure. elle est enthousiaste jusqu'à la dernière planche. C'est ça qui est un peu triste. C'est que tu crois que justement ça va bien finir parce que Ouais, mais la dernière planche est quelque part logique parce que l'univers est tellement sombre et tellement cruel qu'en fait, ça ne peut que se passer. En fait, et comme tu dis, les actes ont des conséquences quoi. aussi, tu vois. Ouais, mais quelque part, tu vois, il y avait toute espèce de scène à la fin avec ce moment beaucoup plus psychédélique où justement tu comprends qu'en fait le héros lui-même, enfin le Serin, le personnage principal, lui il a évolué, il a appris ce qu'il fallait apprendre au cours de son voyage, mais ça n'a rien résolu en fait. C'est et c'est là que parce que dans le monde aussi. J'aimerais bien entendre l'interview effectivement parce que j'ai peur de mettre des sens thématiques qui moi me parlent. C'est toujours pareil, c'est on met ce qu'on met de soi-même dans une BD aussi, et donc moi tu vois j'y vois évidemment un rapport à notre monde réel à nous, on va dire, ne serait-ce que dès la scène d'intro où tu as les fermiers pauvres qui doivent échanger leurs enfants contre du bétail pour survivre, tu vois, ça c'est un truc qui me parle, on va dire, compte tenu de voilà du monde dans lequel on évolue. Surtout qu'on se rappelle que toi-même tu as été échangé. Bien sûr. Contre c'est une vache laitière, toi. Exactement, j'ai été élevé par des sorciers et je suis devenu une espèce de monstre bizarre. Moi c'était 2 poules, j'avais pas trop de valeur. Ah ouais? Ouais. Moi en même temps, je me parais déjà bien cher payé. C'est déjà bien, ouais, c'est sûr. Mais du coup, ouais, enfin il y a vraiment à boire et à manger si vous êtes fan puis le dessin de Ponticelli. Si vous êtes fan des débuts de l'Enfeust où justement ça avait ce côté un peu cruel, vraiment le début, hein, pas avant que ça devienne un peu cartoon, ce côté un peu cruel d'un monde où tu sors chez toi, tu peux te faire décapiter. Thanos c'était super vénère, je me rappelle dans l'Enfeust, ouais. Même le premier tome, ça c'est un truc qui a pas très bien vieilli, mais dans les premiers tomes de l'Enfeust, à un moment donné, ils se font rattraper par une horde de brigands. Les brigands voient Sixi et Sian et ils font t'as vu les 2 belles poulettes là-bas, et t'as un des mecs à l'arrière-plan qui enlève sa ceinture et qui dit ouais, ça se viole sans fin. Ça. Wow. Et cette réplique, je me souviens que j'étais ado, c'était en mode genre parce que tu sais avant t'as pas cette image là des mondes féeriques avec des chevaliers et des épées, et là d'un coup tu rentres dans un truc beaucoup plus bestial, et là c'est ça mais genre en 10 fois plus, c'est-à-dire qu'effectivement t'as beaucoup de crânes, t'as beaucoup de design, t'as beaucoup de monstres, c'est très généreux. Les cités flottantes là, les bâtiments qui flottent au début aussi qui sont incroyables. C'est là que ça fait justement plus science fantasy, c'est ça. Tu comprends qu'effectivement c'est pas juste on va se tirer dessus à l'arbalète. Même tout le passage maritime est très joli. Enfin, les couleurs sont vraiment très belles. C'est qui c'est qui fait la couleur là-dessus? C'est pas Dan McDade? Ça ressemble un peu à ce genre de... Non, McDade, c'est If You Find This. Mais non, c'est l'auteur qu'on va voir après. Ouais. Mais du coup, au global, franchement, une franche réussite. C'est agréable aussi d'avoir justement après Odinza, il y a un Dysart qui conclut son histoire. Et puis ce côté très, très désespéré. C'est Matt Hollingsworth. Ce côté un peu coda aussi, quand justement t'as le héros qui se retrouve à parler avec le crâne de l'orque pendant tout son voyage de retour. Franchement, c'est une très bonne lecture. C'est vraiment compliqué d'en parler sans spoiler, mais on va dire que si vous aimez effectivement ce genre de médiéval fantastique qui ne prend pas de gants, qui décapite et qui décapote, voilà. Très bien, Faut aller par là. C'est disponible chez Bliss Edition, qui continue d'enrichir son catalogue de très bons titres indépendants avec les séries de Bad ID, donc ça fait quand même... Les plus violentes souvent, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est Pirate Queen, c'était pas non plus très... Ah non, Pirate Queen, c'était... Mais Eniac aussi, en vrai, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais Eniac, c'était... Odinza, voilà, c'est pareil, c'est pas la BD que tu files à un gamin de 5 ans, quoi. Là, il y a Monster Kill Squad qui vient de sortir, faudrait qu'on en parle avec Tankers, peut-être, c'est ça, je trouve que les deux se répondent pas trop mal dans le côté bien, c'est ça. Bien ça, des fourrés bien. Donc disponible chez Bliss Edition pour 25€ dans un format alors qui est pas aussi grand que Odinza parce que les planches de Alberto bénéficierait peut-être pas autant du même agrandissement que celle de Thomas Durello, mais c'est quand même un format plus agrandi que la moyenne, donc le bouquin, la fab et tout ça, c'est très bien fait également, donc c'est une lecture que l'on vous recommande. 2 autres titres qu'on va aborder dans ce Back Issues et qu'on vous recommande peut-être moins, mais dont on avait quand même quelque chose à dire. Le premier, c'est aux éditions Delcourt, c'est justement, alors c'est Dan McDade au dessin et Matt Kindt au scénario, ça s'appelle Si vous lisez ça, je suis déjà morte, c'était une mini-série en 3 numéros sortie en VO chez Dark Horse Comics et qui vient d'arriver donc chez Delcourt. Je crois que c'était sorti en ce mois de mars. Un titre de SF assez violent lui aussi pour le coup, et qui montre que Delcourt continue de miser sur Matt Kindt, dont ils ont fait déjà le Berserker, Folklore, Cosmic Detective. Donc c'est un auteur dont ils ont envie de poursuivre une partie de l'œuvre. Corentin. Ouais, moi c'est vrai que je tenais à en parler parce que j'avais lu le premier numéro qui était très prometteur. D'ailleurs, c'était un peu le consensus qui était revenu sur Internet par rapport à cette lecture. Et c'est toujours un peu particulier en fait de faire une mini en 3 numéros parce qu'il faut être vraiment sûr de ce qu'on a à dire et de la place qu'on va avoir pour le dire.
ou alors être vraiment très très talentueux pour les ellipses. En l'occurrence, c'est vrai qu'on a déjà parlé de Matt Kindt au dernier Back Issues pour parler de Crimson Flower. Et c'est un peu un reproche que moi j'aurais à lui faire. C'est-à-dire que Matt Kindt, j'ai découvert comme beaucoup de gens avec MGMT, Mind Management. Et même Black Badge, d'ailleurs, qui était plus long que ça. J'aime bien justement quand il prend le temps de développer les personnages, quand il prend le temps d'aller au bout de ses idées. C'est un mec qui a fait beaucoup de Valiant dans des longs formats aussi. Là, je trouve que depuis qu'il a monté Flux House chez Dark Horse, il est dans une cadence plus automatique ou plus mitraillette. En l'occurrence, Crimson Flower, c'est un projet qui a la place de faire ce qu'il a à faire puisque tout fonctionne sur un twist. Et là, on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais là où Crimson Flower s'en sortait avec juste 2 idées, grosso modo, il y a 2 idées dans Crimson Flower que tu peux facilement faire tenir sur un truc en 4 numéros. Là, il y a trop d'idées pour trop peu de place. Et c'est un peu un problème parce que je pense que Matt Kindt lui-même s'intéresse plus à l'exécution en fait de l'idée que à la lisibilité de son projet. C'est-à-dire qu'en fait, il gâche les bonnes idées en voulant aller trop vite ou simplement en voulant assouvir un petit fantasme, un petit concept qu'il a en tête. Voilà, c'est comme le héros de folklore, tu vois, qui résout très vite une aventure qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Et là, en l'occurrence, donc le projet parle de l'humanité n'a pas réussi à découvrir de planète habitable. En revanche, enfin dans les étoiles, je veux dire. En revanche, un jour, elle a découvert un passage dimensionnel. Et à travers ce passage dimensionnel, là, enfin, se trouvait l'exoplanète qu'on voulait depuis le début, la nouvelle zone à coloniser, puisque c'est un truc humain, dès qu'il y a un truc sur lequel on peut habiter, il faut qu'on colonise. Regardez Mars, la Lune et compagnie. Sauf que là-bas, il y a rien à y faire, quoi, mais bon. Non, mais de toute façon, on n'ira pas sur Mars. Mais après, c'est pas nous que ça regarde, mais il y a rien à foutre sur Mars. Et de toute façon, c'est pas possible de coloniser Mars, mais peu importe. Désolé, Elon, si tu m'écoutes. Et je vais arrêter cette phrase ici. Donc là, en l'occurrence, l'humain y va, et en fait, ça met plusieurs années quand même. Il faut que les éclaireurs arrivent, qu'ils repèrent ce qui est faisable, qu'ils commencent à installer un premier fort, comme dans Starship Troopers. Évidemment, l'endroit est inhospitalier. Et quand l'histoire commence, on a envoyé une journaliste aux côtés en fait d'une petite équipée militaire qui a pour objectif d'aller sur place, de continuer l'installation humaine, etc. Quand ils arrivent, les créatures de la planète massacrent les militaires. Et notre journaliste, qui est donc une jeune femme blonde, qui est une championne des zones de guerre, qui a fait différents champs de bataille, différents pays en conflit armé, se retrouve être la seule survivante. Et là, donc ça c'est le premier numéro, ça fait très Alien, très Abyss, très The Thing. Enfin, on voit les éléments qu'il prend dans les années 80 et ce cinéma de genre qui était très riche et très en profusion à l'époque. Et là, en fait, arrive le numéro 2 et une énorme ellipse temporelle déjà qui s'est passée. Ouais, c'est vrai. Subitement, on nous explique qu'en fait, la planète avait déjà des éléments de civilisation, avait déjà un langage, avait déjà une variété de peuples, avait déjà du racisme, avait déjà une religion. Ce qui est intéressant de la voir, elle, être l'étrangère dans ce monde-là. Oui, c'est très intéressant, mais en fait, tout ça, c'est des super idées. Mais du coup, tout ce que je vous décris là, la vitesse à laquelle je vous le décris, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça arrive dans le décor, et ce ne sera plus utilisé ensuite. Et après arrive le 3e numéro, que là, bon, je vais pas vous spoiler, parce qu'encore une fois, ça repose sur ce renversement de perspective, mais où il y a une même avalanche, en fait, de données qui sont vraiment projetées à la gueule du lecteur. Et tu dois en fait terminer le bouquin en ayant en fait l'impression d'avoir vécu une série de science-fiction très ambitieuse où tu aurais pris 3 saisons en 3 épisodes. Et c'est grosso modo en fait un peu le problème que moi j'ai avec ça, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a du sens, tu sens que Matt Kindt, pour lui en fait tout ça est très clair, et que justement quand il en parle en interview, il te dit je voulais faire du métal hurlant, je voulais faire justement ce côté années 80, heavy metal même, tu vois, ce côté années 80. On peut faire une très grande histoire avec peu de pages, et c'est vrai quand tu regardes les récits de Moebius à l'époque, ou même ce que Jodorowsky a fait tout seul avec, je crois que c'était John Five ou je sais plus, bref, tapez Five Moebius, Jodorowsky sur Google et on trouvait le truc auquel je pense. Et à l'époque, c'est vrai qu'on se faisait pas forcément chier avec la lisibilité ou l'établissement en fait formel de récits très rythmiques. On pouvait faire de l'ellipse, même hard-boiled, je veux dire, de Frank Miller et Geoff Darrow, ou même plutôt de Geoff Darrow et Frank Miller. Il y a énormément d'ellipses, et tu pourrais te dire que ça gâche un monde qui aurait pu être plus développé. Mais la différence, c'est que c'est une expérience qui est purement graphique, hard-boiled. Là, en l'occurrence, c'est beau, hein, attention, c'est très graphique. Mais c'est pas suffisamment graphique ou permissif dans le dessin pour que tu te dises,
je vais lire cette BD essentiellement pour les dessins, parce que ça reste quand même très narratif. C'est une journaliste, l'héroïne, je veux dire, tu t'attends quand même à une enquête, tu t'attends à... Oui, puis ça cause, ça parle du journalisme aussi, ça parle enfin, parce qu'on lit son journal aussi, c'est avec le titre, si vous lisez ça, je suis déjà morte, c'est qu'il y a vraiment ce côté, le récitatif, ce serait le journal qu'on aurait retrouvé d'elle et qui raconte ce qui lui est arrivé. En fait, par rapport à ça, la fin est très décevante, je trouve, puisque ça contredit le titre lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être trop de gens qui voient ce que tu veux dire du coup, mais oui, bien sûr, c'est un peu déceptif, ouais. Voilà. Et ça, du coup, c'était un peu le reproche que moi j'avais à faire. Je suis étonné que ça trouve son chemin jusqu'en VF, d'ailleurs, ce genre de petit projet, parce que Matt Kindt, évidemment, il a un gros lectorat en France, enfin, il a un lectorat en France qui est déjà bien. Je sais pas s'il est gros, mais je pense que des trucs comme Black Badge, c'est pas pour faire la comparatif avec un vilain rat, mais c'est facile à vendre aux fans de franco-belge qui ne s'intéressent pas forcément au genre très américain, tu vois, ou même Grassroots. Grassroots, c'est facile à lire. Qui sont chez Futuropolis avec un appart un petit peu différent. Là, on est quand même, alors c'est vrai que j'ai pas, c'est pas le même apparat que Futuropolis, quoi. C'est pas, ça fait pas roman graphique en tant que tel. On est quand même dans du comics de genre, et malgré le format, c'est pas un bouquin qui va beaucoup sortir, en fait, je pense, du rayonnage, indé de Delcourt. Mais du coup, voilà, si souvent vous nous écoutez avec Arnaud qui parlons de rythme, qui parlons d'ellipse, effectivement, ou de fluidité, des idées, ça, c'est un bon exemple à pointer du doigt pour justement montrer, en fait, comment, en étant un peu trop sûr de ses effets, et de ça, en fait, de l'idée que le lecteur va te suivre peu importe où tu vas, parce que t'as l'habitude de ça quand t'es Matt Kindt. Quand t'es Matt Kindt, t'as fait Ether, série en plusieurs volumes en l'occurrence, tu t'es permis des choses. Dont un seul est arrivé en VF, ou juste deux, mais elle était pas complète du coup. C'est pas de ma faute, mais... Ce qui était bien, c'était vachement bien. Si vous l'avez lu en VO, vous savez que justement, il développe des idées, mais il se permet des choses dans Ether. Dans Ether, c'est pas des facilités, mais il y a un côté baguette magique. Et là, tu dis, ok, d'accord. Matt Kindt est fou, j'accepte. Là, en l'occurrence, moi, j'accepte pas. C'est que je trouve en fait que tu aurais eu la place de faire un 12 numéros avec cette belle histoire. Mais me vient la réflexion maintenant que tu le mentionnes, que c'est un peu le même problème que Jeff Lemire, c'est que Matt Kindt reste aussi un auteur qui est extrêmement prolifique, qui a beaucoup d'histoires, en tout cas il a envie de raconter beaucoup d'histoires. On le voit aussi chez Jeff Lemire sur certains titres que en fait il crache des idées et que t'as l'impression qu'il n'a pas le temps d'aller au bout de tout, tu vois. Donc est-ce que là aussi c'est parce que il était occupé sur d'autres projets qu'au final il s'est pas laissé le temps, ou est-ce que Dan McDead avait envie de faire plus que 3 numéros, est-ce que c'était j'allais dire sustainable, mais je sais pas, est-ce que c'était faisable d'un point de vue aussi rentabilité pour les... C'est l'adjectif que tu cherches, c'est rentable. Est-ce que c'était rentable pour l'équipe créative de faire ça en 3 numéros? Est-ce que c'était, tu vois, faudrait voir les modalités de contrat et d'édition. Il y a peut-être des paramètres plus pragmatiques, extra-diégétiques, en fait, par rapport à l'histoire du bouquin qui explique pourquoi, au final, t'as ce rush qui est là. C'est un peu ça le problème aussi, et c'est un commentaire qui serait plus intéressant d'avoir en dehors d'un back issues, mais en ce moment, il y a une sorte de tendance où les scénaristes ou les artistes veulent devenir les patrons de leur propre label. T'as Geoff Jones, voilà, qui a fait ça avec Ghost Machine. Enfin, je sais plus si c'est Ghost Machine son label. Yes. Voilà, tu as Dogu Publishing avec Stan Sakai. Tu as tout ce que Kirkman fait à côté, voilà, qui est encore un autre délire. Tu as Murphy avec son Wetverse, enfin son White Nightverse, et tu as Matt Kindt avec Fluxhouse. C'est que un échantillon d'une longue liste. Il y a aussi Rick Remender et tout, voilà. Et le problème, en fait, c'est que je pense que c'est pas que c'est une mauvaise idée, parce que c'est très bien, au contraire, de filer le pouvoir à des gens qui savent faire des histoires, mais sans contrôle, en fait, éditorial, ou quand c'est eux-mêmes les patrons, en fait, qui tiennent les cordons de la bourse, pardon, personne n'est là pour leur dire, mais toi, du coup, t'es sûr que tu voudrais un peu, entre guillemets, gâcher cette histoire avec un si petit format, ou quelqu'un qui pourrait dire à Geoff Jones, est-ce que vraiment t'es sûr que c'est pas un truc de gros blaireau, ton histoire? Et pardon, ou à Stan Sakai, est-ce que t'aurais pas envie de faire autre chose que Usagi Yojimbo? Et du coup, voilà, c'est un peu le problème, c'est que l'inconvénient de cette qualité-là, c'est que depuis qu'il a en fait pris un peu son indépendance, Matt Kindt est un peu moins performant parce que justement, il a, comme tu dis, tellement d'idées et probablement plus envie en fait de s'isoler sur un projet qui va lui prendre des années et des années, comme c'était le cas auparavant. Et que maintenant, comme il a l'aval pour faire ce qu'il veut faire, il mitraille, et du coup, les comics ont un peu moins d'impact. Alors, je mets quand même Crimson Flower de côté, hein, évidemment, parce que ça reste pour moi une lecture qui est totalement suffisante, elle fait son boulot. En l'occurrence, je trouve que If We Fund This ne fait pas son boulot,
et c'est un truc qu'on pourrait dire d'autres projets, on parlera de Spy Superb d'ici un prochain podcast. À mon sens, c'est pareil, c'est un truc qui a moins d'idées à développer, mais que tu peux faire différemment, et lui choisit de le faire d'une façon qui est, à mon sens, un peu plus frustrante. Et du coup, c'est le reproche que j'aurais à faire à ce comic, c'est que t'as envie de l'aimer, t'as envie de découvrir ce monde-là, et au final, tu sors, mais sur ta fin, quand t'es même, un peu frustré. Ça reste disponible aux éditions Delcourt pour 17,95 € si vous voulez aller découvrir cette bande dessinée. Et on rappelle aussi que souvent il y a des bibliothèques aussi qui sont assez au taquet sur les nouveautés, donc peut-être que vous pouvez également voir avec votre bibliothèque si ils peuvent avoir ce genre de bouquins. Et justement, tu parlais de Ghost Machine et de Geoff Johns juste avant. Eh bien, il y a un album dont tu vas nous parler, Corentin, ça s'appelle le Red Coat. Ça vient donc c'est sorti assez récemment c'est aussi ressorti en début d'année chez Urban Comics, et c'est un nouveau volet à ajouter dans le fameux univers de The Unnamed, qui est vraiment l'univers partagé de Geoff Johns, dans lequel on a déjà retrouvé Geiger, dans lequel on a retrouvé Junkyard Joe, et donc là c'est un peu la troisième série qui s'est installée dans cet univers avec ce personnage de soldat. Alors c'est multivers. C'est multivers, c'est un soldat donc de la guerre de sécession, Non, pas de sécession. Absolument pas. De la guerre d'indépendance. Non, d'indépendance, pardon, oui, de la guerre d'indépendance. Mais c'est pas multivers, hein, c'est la même trame temporelle. Enfin, c'est ouais, pas mais il y a plusieurs univers, mais il y a plusieurs versions, justement, parce qu'il va rencontrer plusieurs versions de lui-même, c'est pas ça le dire? Alors, ça, du coup, pas en l'occurrence, pas tout de suite, ou pas spécialement, en tout cas pas là où j'en suis. Là, pour l'instant, si tu veux, le pitch, il est très clair. Ça commence. Alors, j'ai mal compris le pitch, donc ça commence le pitch. voilà, je te dis le pitch. Ça commence quand les États-Unis s'apprêtent ont déclaré leur indépendance. Il y a eu la Boston Tea Party où les comment dirais-je, les protestants, non pas les protestants. Putain, moi aussi j'ai que des anglicismes en tête aujourd'hui. Les manifestants de Boston ont balancé à la mer des cargaisons de thé, ce qui n'a pas été du goût du roi d'Angleterre. La tension monte, les États-Unis sont sur le point de passer en guerre. Un messager traverse Washington pour dire The Redcoats are coming. Les tuniques rouges sont en chemin. Les tuniques rouges, c'est quoi? C'est l'armée britannique qui porte effectivement des magnifiques manteaux rouges. Et la phrase The Redcoats are coming, ça signifie en fait que les Anglais vont débarquer pour nous, les États-Unis, nous massacrer la gueule. Ce point de passage-là, en fait, il va tout de suite prendre une direction assez originale. C'est que t'as un des pères fondateurs qui maîtrise la magie et qui contrôle des espèces de libellules radioactives, enfin, je sais pas comment dire. Il massacre les soldats anglais qui poursuivaient notre cher messager. Et là, on fait un petit pas de côté et on découvre, je crois qu'il s'appelle Simon Pure, si je dis pas de bêtises, qui est en fait un soldat des troupes britanniques. C'est un Redcoat lui-même, qui n'a pas envie de combattre. En fait, c'est un lâche. C'est Jack Sparrow. C'est un déserteur. C'est Jack Sparrow / Han Solo. Enfin, ou plutôt Indiana Jones, Han Solo, ce que tu veux. Voilà, c'est un bon vivant, plutôt comique. Il aime bien boire, il aime bien les femmes, il aime bien fuir le danger, il aime bien l'argent. Et à ce moment-là, il a pas du tout envie, lui, de se faire tuer sur un champ de bataille. Donc, il quitte le champ de bataille et il tombe sur une petite maison perdue dans la lisière d'une forêt, où en fait, il y a Benjamin Franklin, donc l'un des pères fondateurs, qui a inventé le cerf-volant, le paratonnerre, etc., qui est en pleine cérémonie rituelle avec des mecs qui ont des cagoules comme dans le Lotus Bleu, pour acquérir l'immortalité apparemment. Le Redcoat, enfin Simon, tombe par accident à ce moment-là pile sur Benjamin Franklin, et le rayon qui devait donner l'immortalité à Benjamin Franklin lui donne l'immortalité à lui. Okay. Flash forward, et donc c'est là que tu parlais de la guerre de sécession, à un peu plus de 100 ans après, donc après la guerre de sécession, notre Redcoat est encore en vie. Il a passé grosso modo un siècle à se bourrer la gueule et à troncher, quoi. Hein, grosso modo, c'est aussi bête que ça. Et là, subitement, il fait la rencontre d'un jeune homme, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Einstein, et qui est encore un enfant, et qui parle comme ça. Et en anglais comme en français, ils insistent beaucoup sur l'accent allemand, à tel point d'ailleurs qu'en anglais, parce que c'est très proche, hein, l'allemand et l'anglais en vérité c'est la même racine, c'est une langue germanique au départ l'anglais, avant que les Français et les Normands n'envahissent le pays. Et il t'explique que il y a aucun anglais qui comprend l'accent allemand. Du coup, c'est une sorte de motif récurrent parce que dans la vraie vie, Einstein, il avait l'accent allemand, donc ils peuvent pas non plus faire comme si Einstein parlait anglais. Donc c'est un truc qui est assez lourd dans l'album. C'est dès qu'il dit un truc, tout le monde dit ah, je comprends pas ce que tu as dit. Enfin c'est voilà.
Et Einstein, on lui nous explique que je crois que c'est sa sœur qui a eu une vision que les États-Unis allaient être incendiés, et que lui, Simon Pure, ce serait le wizard ou le sorcier qui pourrait permettre que ça n'arrive pas. Bon, après là, on se trouve embarqué dans un truc à la Indiana Jones ou à la Benjamin Gates, puisqu'il s'agit d'étudier les motifs fondateurs des États-Unis, où on t'explique en fait que les pères fondateurs, dont George Washington, étaient... En fait, ça repose beaucoup sur le fantasme franc-maçonnique, puisque effectivement, mais la révolution d'ailleurs américaine n'était pas du tout étrangère à ça. Les francs-maçons, qui au départ sont en fait des groupes de parole et d'échanges philosophiques pour parler des idées, etc., et qui sont devenus dans l'inconscient collectif, enfin l'imaginaire collectif moderne, des sectes rituels avec des mecs qui connaissent tout par cœur, etc., qui peuvent lancer des sorts et des boules de feu. Voilà, ça part de là. C'est-à-dire que quand on dit, grosso modo, c'était des francs-maçons, donc c'était des gens sectaires, donc forcément, ils devaient eux-mêmes machiner avec la magie et tout. Une magie dont on t'explique qu'elle a probablement été ensuite, en plus, volée aux Amérindiens. Donc, tu vois, tu peux rajouter un peu de racisme dans le truc, parce qu'évidemment, les Amérindiens eux-mêmes lançaient des boules de feu. C'est connu, hein, c'est pas moi qui l'invente, ça. Je l'ai vu sur Wikipédia voilà, aussi. tout à fait. Et donc voilà, tu te retrouves embarqué dans un truc mais c'est vraiment du Indiana Jones, c'est du Wild Wild West, du Indiana Jones, du ce que tu veux. Enfin, ça a l'air plutôt cool, enfin, vu comment tu le racontes comme ça. Cool. Non, c'est plutôt cool, c'est rythmé. Moi, ça me branche, hein. D'ailleurs, c'est tellement Indiana Jones qu'il a un peu son 2001 à lui. Je veux dire, Einstein, le petit Einstein, c'est un enfant qui parle avec un accent étranger. C'est 2001 dans le Temple maudit, hein, littéralement. Avec ses conventions Benjamin Gatesesques de Benjamin Gates, qui justement vont te parler de pourquoi est-ce que les États-Unis ont fait ci, ont fait ça, que les pères fondateurs, que machin. Mais de toute façon, c'est vraiment le projet, de toute façon, avec The Name, à chaque fois, c'est de parler de l'Amérique voilà, avec ses récits de fiction, mais de la même façon que Junkyard Joe te parlait du Vietnam, enfin, et du PTSD, des vétérans, et de ce genre de choses-là. Bon, alors, Geiger, c'est un peu, ça se projette, donc ça parle d'une Amérique, ça parle de l'Amérique moderne, mais en se projetant dans un registre post-apocalyptique. C'est post-Trump quand même. Oui, non, c'est pour ça, du moderne. Et puis là, ça essaye de, je sais pas, est-ce que tu ferais un parallèle peut-être avec tu sais, American Vampire, c'était aussi quelque chose qui retraçait au final l'histoire des États-Unis avec des histoires de vampires. Dans le côté beauf, oui. Dans le côté beauf. Non, mais dans le sens où non, mais c'est pas forcément un gros mot. Moi, j'aime bien les histoires de beauf. Moi aussi. Ouais, beauf, c'est jamais très amélioratif. Non, mais je parlais même de Wild Wild West. C'est un film qui est beauf, bourrin, stupide. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Justement, qui parle plus de la guerre de sécession. Sécession, en l'occurrence. Enfin, la guerre civile américaine. Parce que pourquoi on dit sécession, nous, c'est une guerre civile. Hein. C'est deux soldats d'un pays qui a dans un autre pays, c'est une guerre civile. Eux, ils disent Civil War, en l'occurrence. Oui, tout à fait, chez eux, oui. Mais là, si tu veux, voilà, il faut pas le comprendre comme un truc qui s'inscrit dans une grande tapisserie. Enfin, oui et non, parce que, après, je finis ce que je voulais dire. Vas-y. C'est vraiment, en fait, un délire, c'est un blockbuster où tu as un héros à la Jack Sparrow. Et c'est vraiment, d'ailleurs, il y a des deux hommages, qui vraiment te disent, c'est Jack Sparrow. Tu sais, tu vois, quand Jack Sparrow arrive sur Tortuga, il se prend une baffe et il dit, celle-là, je l'ai méritée. T'as là exactement la même scène. Avec exactement la même réplique. Donc, c'est pour te dire quand même que Geoff Jones est un peu en mode pilote automatique. Et après, voilà, c'est le blockbuster que t'as déjà vu dans La Momie, dans tous ces films-là, en fait, tout ça. Ça cavalcade, des secrets, des artefacts, et on t'explique, grosso modo, que les États-Unis ont été fondés sur un mensonge. C'est tous ces trucs, tu sais, je sais pas, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, tu vois, c'est, décidément, ce genre de production, en fait, très quadrillée, très Hollywood, faite en BD. Et c'était le cas, ça a été beaucoup le cas à une époque, genre chez Wildstorm, on avait beaucoup de BD comme ça. Chez Image Comics aussi, au début d'Image Comics, enfin, après les années 90, on avait beaucoup de créations originales qui prenaient un peu ce genre de contournement. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt bien rythmé, c'est très facile, c'est extrêmement facile, tu vas jamais être surpris, tu sais exactement, si tu connais un peu ce genre de code de fiction, exactement ce qu'ils vont dire presque, quand ils vont le dire. Tu as évidemment la hache de George Washington qui peut tuer les immortels, etc. T'as les francs-maçons en toge, enfin, pas les francs-maçons, mais la secte en toge avec le drapeau américain qui sert à faire une toge et tout. Ce qui est original, c'est que pour une série qui ressemble autant à un comics américain, le protagoniste est anglais et son meilleur pote est allemand. Et ça t'explique que les États-Unis ont été fondés sur un mensonge et que les pères fondateurs sont des enfoirés. Ça, c'est plutôt punk, pour ainsi dire. Et derrière, effectivement, c'est une bonne lecture, ça se lit très bien. Si on aime le mainstream, ça se lit même très vite. C'est plutôt généreux en dialogue. Brian Hitch fait le boulot. C'est pas, pareil, il faut aimer Brian Hitch, mais il fait le boulot. C'est pas du Brian Hitch feignant comme on a pu voir chez DC à une époque. Maintenant, voilà, le problème, c'est que
on t'explique en fait que ça fait partie en fait effectivement de l'univers The Unnamed, puisque tu as en plus le bonus The Unnamed de Winter Special là. Non, The Blizzard, ouais. The Blizzard par André Amouti. Alors voilà, André Amouti qui met une grande vitesse à Brian Hitch sur ce que c'est que l'utilisation de la couleur et des formes en dessin. Où en fait il y a un twist à la fin qui t'inscrit bien en fait le personnage de Simon Pure, qui est immortel, hein, donc de fait il peut être dans le présent s'il veut. Et même alors je suis pas à jour encore sur Geiger, mais il peut très bien être amené à rencontrer Geiger à un moment. Ah oui, non, mais c'est très probable, et je pense que ça va être lui en fait l'élément fédérateur. Oui, bah pour le coup, côté un peu Berserker, un peu Highlander ou The Last Witch Hunter, tu vois, enfin. Mais rappelle-toi de la fin de ce film où il est dans le présent. Oui. Même dans Castlevania Lords of Shadow, tu finissais dans le présent aussi avec Castlevania au 21e siècle, quoi. Ce qui était très bizarre. En fait, je sais comment le vendre aux gens. Si vous avez aimé Assassin's Creed 3 et tout ce délire un peu stupide d'Assassin's Creed avec les Templiers et les Assassins, et le côté en fait le pape, il a des pouvoirs magiques et tout, voilà, c'est ce genre de délire justement qui sont agréable en jeu vidéo, un peu moins quand c'est du cinéma, parce que généralement ça dépend comment c'est pris, ça dépend comment c'est pris. Attention, moi je suis un grand fan de cette saga de jeux vidéo, mais je veux dire, il faut quand même être réaliste. Si c'était fait en film, on trouverait ça un peu ridicule. En jeu vidéo, on trouve ça cool, voilà. Et en l'occurrence, voilà, c'est un peu les mêmes codes. C'est-à-dire qu'il y a même le héros qui fait des cabrioles, qui grimpe des bâtiments. Je pense même que Geoff Jones a dû probablement croiser les jeux dont il est question, puisque ça, même esthétiquement, il y a un côté un peu, on va bien se servir des uniformes comme des costumes stylés et tout. Et tout ce côté complotiste un peu à la marmoineuse, voilà, ça participe du même un peu référent de si ça se trouve, en fait, c'était des enfoirés, tous ces mecs qui ont fondé le pays et tout. Mais au global, voilà, moi j'en parle probablement un peu négatif, enfin de manière un peu négative, parce que je sais que Geoff Jones est capable de faire mieux que ça. Mais pour le coup, contrairement à Geiger, contrairement à Junkyard Joe, à mon sens, ça fait le boulot. C'est-à-dire que c'est un comics mainstream, classique, très classique. Si vous avez faim de Benjamin Gates 3 croisé avec Indiana Jones, croisé avec Assassin's Creed, tiens, vous pouvez mettre ça sur la cover, ça fait ce que ça a à faire. C'est divertissant, c'est pas original pour deux sous. Si vous avez des parents allemands ou si vous avez appris l'allemand au lycée, ça va vous énerver probablement. Si vous connaissez un peu la vie d'Einstein aussi. ça n'a pas vocation à être une fresque historique accurate, hein, bien entendu. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt un bon comics de Geoff Jones et Brian Hitch à recommander aux gens qui préféraient le Geoff Jones du début des années 2000 plutôt que le Geoff Jones moderne. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, comment tu le vends, ça me donne quand même envie de m'y intéresser. Donc, ma foi, j'espère ne pas. J'ai le bouquin à lire juste à côté, mais voilà, j'espère ne pas être forcément déçu. Je te ferai peut-être un addendum sur le prochain Back Issues pour te dire, je trouve que t'étais trop dur ou trop gentil. Ouais, mais j'ai dit que ça faisait le taf, j'ai pas été trop dur. Non, mais si ça dit le taf, moi je pense que les gens qui nous écoutent et qui te connaissent, si tu dis que ça fait le taf, c'est que c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon point. En tout cas, voilà, on en a terminé pour ce Back Issues. Donc j'allais dire plus court que d'habitude, mais là ça va, on a quand même fait plus de 50 minutes. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé de ces albums si vous les avez lus, si vous comptez les lire, ou simplement nous parler de vos dernières lectures. N'hésitez pas, et vous pouvez également simplement partager ce podcast sur toutes les ondes pour faire découvrir l'émission et pour participer à la transmission pour qu'on puisse continuer de faire découvrir des bandes dessinées. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!